Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Alors bonjour à tous, de nouveau ensemble ce matin pour un autre épisode d'Un jour notre histoire. Alors aujourd'hui je vous emmène en 1974 à la date d'aujourd'hui, donc le 7 février 1974, où on va avoir la création d'un mouvement très important, un mouvement qui va faire énormément parler de lui en Israël. Je parle du Gush Emunim. Alors le Gush Emunim, ce qui signifie en français le bloc des fidèles, est un mouvement politique et religieux qui a été créé au lendemain de la guerre de Yom Kippour et qui va faire beaucoup parler de lui, puisque c'est grâce à ce mouvement des Gush Emunim qu'on va avoir la création d'implantations dans la région de Judée-Samarie, dans la bande de Gaza, dans le Golan, et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors nous sommes au lendemain de la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, c'est quand même la guerre qui a créé peut-être le plus grand traumatisme dans la société israélienne. Nous sommes face à une population démoralisée et qui est un petit peu perdu, et le leader du monde nationaliste religieux, qui est le Rav Tzvi Yehuda Kook, le fils du Rav Yitzhak Cohen Kook, va encourager ses élèves à s'installer et à créer de nouvelles implantations dans tout Israël. Enfin, comme je vous dis, il l'encourage, c'est-à-dire qu'il en parle dans ses discours, dans ses drashot, et ce qu'il explique, c'est que plus on s'installera dans ces régions, dans le Grand Israël, ces régions qui ont été conquises au moment de la guerre des 6 jours, où l'histoire juive a été écrite 2000 ans plus tôt, plus vite la rédemption arrivera. Alors on parle donc de la Judée-Samarie, Yehuda Shomron, la bande de Gaza qui va devenir le Gush Katif, les hauteurs du Golan et la péninsule du Sinaï. Alors selon le Rav, comme je vous l'ai dit, ça va favoriser le processus de rédemption, et c'est la raison pour laquelle à la date d'aujourd'hui, le 7 février 1974, qui est le jour de Tou Bishvat 1974, on a une réunion fondatrice d'un mouvement. On a quelques personnes qui sont présentes. On a le Rav Druckmann, on a Hanan Porat, on a le Rav Levinger, toutes ces personnes-là qui sont à cette époque assez jeunes, qui ont entre 25 et 30 ans, se retrouvent chez le Rav Druckmann et décident donc de créer ce mouvement, le mouvement du Gush Emunim, le bloc des fidèles. Alors Emunim, fidèle à quoi ? Bien entendu, fidèle à la terre d'Israël, puisque on est persuadé qu'en construisant cette terre, on aura la possibilité de créer, de faire venir plus vite la rédemption complète, qui n'est pas seulement du peuple d'Israël, mais du monde entier. C'est d'ailleurs ce qu'ils inscrivent dans le document fondateur de ce mouvement, et donc ce mouvement décide d'essayer de tout faire afin non seulement de pouvoir créer des implantations, mais aussi d'avoir un large soutien politique. Alors au début, les activités du Gush Emunim, on a des manifestations. On a des manifestations d'abord parce que dès 1974, on entend des voix qui parleraient d'un accord de séparation sur les hauteurs du Golan, où on donnerait le Golan à nouveau à la Syrie. Et c'est la raison pour laquelle on a des étudiants de la yeshiva de Merkaz Harav, qui décident de s'installer dans un bunker à Quneitra. Alors Quneitra, c'est un village qui est à la frontière entre la Syrie et Israël, un village qui faisait partie de la Syrie, et depuis 1967, ce village a été abandonné et il fait partie de ce qu'on appelle le No Man's Land, de cette partie de terre où ni les Israéliens ni les Syriens ne rentrent, et donc on a ces jeunes qui viennent s'installer à Quneitra. Le gouvernement va bien sûr les faire déménager, et quelques temps plus tard, on a la création d'un premier yishuv, d'une première implantation. C'est l'implantation de Cachette, qui se trouve d'ailleurs toujours dans le Golan, qui est véritablement à la frontière avec la Syrie. Alors un peu plus tard, ils essayent de construire une autre implantation, un autre yishuv, qui est le yishuv de Elon Moreh. Alors cette fois-ci, on parle de Samarie. Au départ, ils vont voir le ministre de la Défense, Shimon Peres. Ils lui demandent de s'installer à Shrem, à Naplouse. Celui-ci refuse. Alors ils décident de mettre en place Elon Moreh. Elon Moreh qui est véritablement au-dessus de Shrem. Si un jour vous avez été à Elon Moreh, vous pouvez apprécier la vue qu'on a sur tout le Shomron.
Et puis, ils vont donc essayer. Et cette fois-ci, le 25 juillet, de nombreux activistes, des membres de la Knesset, se donnent tous rendez-vous dans une gare abandonnée près d'un ancien camp militaire jordanien. C'est Sébastia. Alors Sébastia, c'est le 25 juillet, c'est très connu puisque c'est la première fois où on a des dizaines, voire des centaines de personnes qui s'installent sur place pour montrer leur attachement à la terre d'Israël et la volonté de créer de nouveaux yeshuvim. À ce moment-là, le gouvernement ne va pas tout à fait permettre la création de cette implantation, mais elle permettra un peu plus tard l'implantation sur la montagne de Ofra. Et c'est l'implantation de Ofra qu'on connaît jusqu'aujourd'hui. Le succès de Gush Emunim, c'est d'abord de créer ce qu'on appelle des faits sur le terrain, c'est-à-dire si on installe 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes, 20 familles, 30 familles à un endroit, au bout d'un moment, le gouvernement se devra de reconnaître que cette implantation existe. Au fur et à mesure, le gouvernement en particulier, nous sommes après 1977, le gouvernement est de droite, c'est Menachem Begin du Likoud qui est au pouvoir. Menachem Begin va faciliter la création de ces yeshuvim et c'est ainsi qu'on va avoir la création de nombreux yeshuvim en Yehuda Veshomron, dans le Golan et dans la bande de Gaza. Alors il faut savoir que le mouvement des Gush Emunim dans les années 80 n'existe plus en tant que mouvement. Mais ces membres, eux, se retrouvent à la Knesset. Ils font partie du parti Tria, du parti Moledet, du conseil de Yehuda Veshomron, de Judée-Samarie. Et ils sont très actifs et permettent, c'est ainsi de cette façon qu'on va permettre la création de toutes ces implantations en Judée-Samarie. Voilà. Et il faut dire quand même que on a eu énormément de personnes dans la société israélienne, pas seulement des personnes religieuses qui soutenaient le mouvement du Gush Emunim. Et je me dois de parler de Naomi Shemer. Naomi Shemer, la très célèbre chanteuse et qui a aussi écrit tellement de chansons et qui a composé tellement de chansons qui sont jusqu'à aujourd'hui connues sur toutes les lèvres des Israéliens. Elle aussi, Naomi Shemer, soutenait le mouvement du Gush Emunim. Et donc, il faut savoir que ce n'était pas seulement les religieux avec leurs grandes kippotes qui faisaient partie du Gush Emunim, mais beaucoup d'autres Israéliens. Voilà, c'était de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, la création du Gush Emunim, un mouvement qui a énormément marqué le visage de la société israélienne. Voilà, on se retrouve demain pour Un jour notre histoire. Merci, au revoir et à demain. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.